suivez la panafricaine Médian et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Aujourd'hui, il sera question de parler du G20 qui s'est tenu pour la première fois sur le sol africain et également du sommet Union européenne-Union africaine. Du 22 au 23 novembre dernier, le continent africain a accueilli pour la première fois sur son sol le sommet du G20. Le G20 réunit 19 pays et 2 organismes que sont l'Union européenne et l'Union africaine. La déclaration commune adoptée à l'occasion de cette rencontre insiste sur la gravité du changement climatique, salue des objectifs ambitieux pour les énergies renouvelables et évoque le poids de la dette des pays pauvres ainsi que les inégalités. Les dirigeants du G20 ont également réclamé une paix juste, complète et durable en Ukraine, mais aussi au Soudan, en République démocratique du Congo et dans les territoires palestiniens occupés. Un texte rejeté par Washington qui a boycotté le sommet. Les États-Unis président le G20 d'ailleurs pour l'année 2026. Quelle lecture des décisions issues du sommet du G20? Quel avenir de la déclaration commune sur les défis mondiaux sous la présidence américaine? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons des relations entre l'Europe et l'Afrique. Sur le continent africain, l'on note de plus en plus, depuis quelques années en tout cas, une redéfinition de la coopération entre pays africains et partenaires européens. Une situation accentuée par l'avènement au pouvoir des dirigeants se réclamant d'un certain souverainisme, la situation sécuritaire également dans certains pays, l'influence grandissante d'autres partenaires internationaux. C'est d'ailleurs dans ce contexte que s'est déroulée la 7e rencontre Union européenne-Union africaine à Luanda en Angola. L'Union européenne cherche ainsi à maintenir son statut de premier partenaire commercial de l'Afrique devant la Chine, l'Inde et les États-Unis. L'Afrique, pour sa part, reste désormais déterminée à redéfinir ses modèles de coopération et à réellement étendre ses voix dans les instances de décision internationales, tendant vers la redéfinition des relations entre pays africains et pays européens. Quelle place de l'Afrique dans une gouvernance mondiale plus juste face aux batailles géostratégiques entre les pays du Nord et ceux du Sud global? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Joël Nathan Ombago, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Merci Daouda, toujours un plaisir. Plaisir partagé. En face de vous, un confrère, M. Momodou Thior, journaliste également analyste politique. Merci beaucoup Thior d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation et toujours un plaisir aussi de vous recevoir. Plaisir partagé, merci de l'invitation Daouda et bonjour à vos téléspectateurs et à mon co-débatteur. Merci Thior, je reste d'ailleurs avec vous. Quelle lecture est-ce que vous faites des conclusions qui ont été adoptées à l'occasion du G20 dans la déclaration commune sur les défis mondiaux? Je précise que de façon quand même assez inédite, cette déclaration n'a pas eu lieu à la clôture, mais plutôt dès l'ouverture de ce sommet-là. Oui. On a vu que le président sud-africain Ramaphosa quand même est allé trop vite en besogne. Dès le premier jour, peut-être c'était l'enthousiasme, mais au finish, on a vu des pays carrément marquer un peu leur veto. Mais il faut juste saluer le fait que le multilatéralisme a été magnifié. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un comme Donald Trump. Parce qu'aujourd'hui, depuis l'accession de Donald Trump, son retour à la Maison-Blanche, lui, c'est le bilatéralisme entre deux. Mais quand c'est entre un peu plus de deux nations, là, c'est pas sa tasse de thé. Et on a vu, vous l'avez rappelé, il a boycotté le sommet, alors que c'est les États-Unis qui doivent accueillir le prochain sommet qui devait aller à Johannesburg prendre le témoin. Donc, la passation de témoins n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Mais bon, n'empêche, c'est les États-Unis qui vont organiser. Il va devoir s'y faire parce qu'aujourd'hui aussi, ce multilatéralisme-là, le G20, pourquoi la plateforme, quand même, il faut la saluer? Parce que quelque part, on a reproché au G7 que c'était entre pays riches que ça s'est décidé. Là, on a mis ensemble pays riches et pays moins riches. Et vous avez vu un pays comme l'Afrique du Sud être parmi les 20 nations les plus peut-être nantis du monde. Et ça, c'est une autre perspective. Et même l'organisation continentale qui est l'Union africaine qui représente aussi l'Afrique. Et c'était sa première participation après l'intégration lors du sommet qui a eu lieu en Inde. Je pense que c'est la meilleure approche à travers le G7. Maintenant, par rapport à la déclaration, c'est quand même une déclaration d'une trentaine de pages avec 122
engagement. Certains pays ont dit un peu leur réticence par rapport à certains engagements, mais pour l'essentiel, je pense que ce qu'il faut magnifier, c'est le retour en force du multilatéralisme, parce qu'à un certain moment, Donald Trump, le sommet a abordé un peu comment mettre fin aux différents conflits à travers le monde, que ce soit en Afrique, le Soudan, qui est meurtri par presque 2 ans de guerre entre des généraux insensés, que ce soit en Ukraine ou autre. On a vu que Trump est passé par-dessus, par exemple, l'Union européenne pour proposer un plan de paix. Et ça, dans le cadre des Nations Unies, il n'y avait pas meilleure approche. Et c'est ce que le sommet a réaffirmé. Et même malgré l'absence, en tout cas, du président américain, le plan américain pour la situation entre l'Ukraine et la Russie a d'ailleurs largement été débattu par les membres aujourd'hui du G20. Tout à fait. Pour ce qui est de la passation de témoins dont on parlait tout à l'heure, elle n'a certes pas eu lieu à l'occasion de la cérémonie, mais le président sud-africain compte bien l'organiser sur le sol sud-africain avant de passer ce témoin à l'Amérique ou aux États-Unis qui vont présider le G20 pour l'année 2026. Et en attendant la déclaration de ce sommet, les membres du G20 ont réitéré leur engagement à renforcer le multilatéralisme, comme l'a rappelé Thior, avec les Nations Unies en son centre, et ont réaffirmé l'importance de la paix en tant que voie vers un développement économique durable. Ils ont aussi insisté sur l'importance de renforcer la coopération multilatérale et d'augmenter les financements climatiques au profit des pays en développement. Ces conclusions, à votre avis, répondent-ils aux priorités attendues des pays africains? Alors merci Dodo pour la question. Répondre aux priorités africaines, oui, parce que la paix est une priorité. Partout, on a des conflits sécuritaires et des situations qui sont de plus en plus dramatiques. On a le cas du Soudan, on a le cas de la RDC, et on a ces petites zones de conflit un peu partout sur le continent. Donc la paix est un point moteur dont on a besoin. Et de notre côté, le danger climatique qui ne cesse de se manifester, on a des changements climatiques assez drastiques et on ne peut pas passer à côté de ces priorités-là. Maintenant, moi, la question que je pose à chaque fois, c'est de savoir est-ce que les décisions qui sont prises, annoncées, seront accompagnées pour être mises en œuvre. C'est surtout cette particularité, surtout au sujet des conflits armés. C'est souvent là la grande difficulté. Qu'est-ce qui sera mis de manière pratique en œuvre pour stopper, pour faire reculer ou pour cesser considérablement ces conflits-là. Et ensuite, quel accompagnement sera fait, par exemple, pour les millions de déplacés dans le cas du Soudan, dans le cas du Congo? Qu'est-ce qu'on fera de toute cette situation-là? Et par rapport à ces situations que vous soulevez également, il y a des médiations qui sont en cours, que ce soit une médiation de l'Union africaine ou bien même des médiations internationaux pour le cas du Soudan et même de la RDC. On a vu la médiation américaine, on a vu la médiation de Doha, pareil également pour ce qui se passe au Soudan. Donc au moins, il y a aussi ces médiations-là, qu'elles soient internationales ou bien même des médiations africaines, pour tenter de trouver une solution à ces crises ou bien à ces situations qu'on observe sur le continent. Permettez-moi, M. Thior l'a souligné tout à l'heure, on a par contre des difficultés parce qu'il y a des nations qui veulent dépasser les organismes, qui semblent souveraines, plus souveraines que d'autres. Et c'est quand même assez particulier parce que comment on explique qu'une situation de crise que l'UA n'a pas pu gérer, peut-être que l'Union européenne n'a pas pu gérer, une nation s'arroge le droit d'être capable de gérer. Après, il y a des relations... Avec l'accord des protagonistes. Oui, évidemment. Et dans la mesure où la médiation américaine, quand même, a permis au moins de noter des avancées, a fait évoluer la situation. A fait évoluer la situation considérablement. Mais ça laisse quand même des questions essentielles au sujet de la capacité des organismes internationaux ou de leur réelle souveraineté à ce niveau-là. Mais, qu'à cela ne tienne, l'objectif, c'est avoir aussi un résultat probant. Peu importe qui vient gérer la situation, si les résultats sont probants, nous sommes preneurs aussi. Et Thior, les présidents américains, russes et chinois n'ont pas fait le déplacement à Johannesburg, ils se sont fait représenter. Que pensez-vous aujourd'hui de l'absence, en tout cas notée, de ces dirigeants à ce sommet? Je pense que c'est une tâche noire, parce que vous savez, le Chinois, surtout Xi Jinping, il partage avec Johannesburg ce qu'on appelle les BRICS, qui est un peu cette nouvelle mouvance qui est un peu en opposition au G7. On sait que les BRICS attirent de plus en plus, et la Russie d'ailleurs qui en est membre, attire de plus en plus du monde et des nations qui ont des capacités financières énormes.
Donc le fait que Xi Jinping et Vladimir Poutine, on peut comprendre pour Vladimir Poutine parce qu'avec la guerre en Ukraine, il faut qu'il soit constamment au pays, mais pour Xi Jinping, quand même, il devait faire le déplacement chez son ami Cyril Ramaphosa. Et ces BRICS même se présentent d'ailleurs comme une alternative à cette gouvernance mondiale actuelle. Tout à fait. Ça aurait été quand même un signal fort envoyé à Donald Trump, parce qu'en fait, le sommet, c'était un peu une réponse à Donald Trump qui a boycotté. Les gens ont pensé que sa non-présence allait saboter le sommet. Finalement, le sommet a eu lieu avec les résultats que l'on connaît, et ça, il faut saluer ça. Et c'est les États-Unis qui ont boycotté ce sommet-là. Le président américain parle de racisme aujourd'hui à l'égard des Blancs en Afrique du Sud. Et les points également abordés à l'ordre du jour ne sont pas des points, en tout cas, que les Américains acceptent. D'ailleurs, ils les jugent comme étant des points anti-américains, à savoir solidarité, égalité, durabilité, équité, inclusion et surtout financement du changement climatique. Quel impact peut avoir ce boycott américain à l'issue aujourd'hui des conclusions qui sont ressortis de ce sommet? Faisons un lien avec la COP30 qui vient de se tenir. Les Américains ont boycotté là-bas. On a vu que pour ce qui est du financement, il y a beaucoup d'ambitions qui sont revues à la baisse parce que quoi qu'on puisse penser des États-Unis, c'est quand même le premier bailleur mondial. Mais la non-présence quand même des Américains à la COP30 se comprend dans la mesure où dès son élection, une nouvelle fois le président américain a annoncé son retrait aujourd'hui de l'accord de Paris. Et cela est effectif à partir de cette COP30 puisqu'il fallait un délai d'1 an avant l'effectivité de ce retrait américain-là. Sous Biden, ils étaient revenus et ça avait aidé un peu à revoir le financement de pas mal d'initiatives. Et aujourd'hui, pour lutter contre les changements climatiques, je pense que la voix de l'Amérique, elle est prépondérante. Malheureusement, Donald Trump a dit clairement qu'il n'y croit pas du tout. Et ça, je pense que c'est un peu là où le bas blesse. Il faudra peut-être essayer de passer par d'autres canaux. Les présidents français qui sont plus amis avec Trump, parce que Trump, il faut le caresser dans le sens du poil. Il faut l'encenser pour peut-être l'amener à la cellulose. Parce que sur pas mal d'aspects, lui, il a même reconnu en recevant récemment le nouveau maire élu de New York, qu'il accepte que c'est quelqu'un qui peut changer ses positions. Il a dit clairement face aux journalistes. Et donc, au moins, comme il peut revenir sur ses anciennes positions, je pense qu'il faut essayer de jouer sur cela. Parce que si les Américains ne jouent pas les jeux au niveau du G20, et il doit prendre la présidence pour organiser ça l'année prochaine, je pense qu'il y aura quelque chose un chaînon manquant. Mais je pense que c'est bien d'ailleurs que l'année prochaine, en 2026, qu'ils prennent le relais. Je pense que ça va amener Donald Trump à savoir raison garder et peut-être à changer pas mal de ses positions. Et des positions en tout cas sur lesquelles le président américain ne s'accorde pas avec les autres dirigeants du G20. Et pensez-vous, Nathan, que ce sommet tenu en terre africaine puisse être en tout cas le point de départ pour faire bouger les lignes pour une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, sachant que c'est ce que réclament d'ailleurs les pays africains depuis plusieurs années? Alors oui, on va dire oui, parce que déjà accueillir un sommet pareil, c'est un grand signe de considération, mais aussi c'est l'occasion, comme on l'a vu, de pouvoir manifester ou de souligner les besoins du continent, les priorités majeures du continent, ce qui a été fait lorsqu'on lit la déclaration, et surtout au niveau de la justice dans la gestion, par exemple, du financement mondial, dans la capacité des pays africains à avoir des capitaux durables, un accompagnement souverain, mais aussi assez ferme. Donc, la question de l'allègement de la dette africaine également. Effectivement, l'allègement de la dette et toutes les réalités, comment ça s'appelle, les disparités qu'il y a sur le continent. Donc, je crois que c'est l'occasion qu'on a donnée à l'Afrique de donner sa voix, donner un peu plus sa voix, mais aussi de dire nous sommes capables de parler, nous sommes capables d'organiser, nous sommes capables de souligner ce qui nous dérange. Et c'est à féliciter et à souligner. Maintenant, le problème de ces situations, c'est la durabilité.
c'est sur le temps. Hein. Est-ce qu'on va attendre encore 20 ans? Est-ce qu'on va attendre encore 5 ans, 10 ans pour que cela revienne sur le continent? Ça, c'est une grande question quand même à se poser. Est-ce qu'on va attendre pour que cela revienne sur le continent? En tout cas, le prochain sommet va être abrité par les États-Unis, un pays qui a boycotté le dernier sommet, on le disait tout à l'heure. Quel avenir de cette déclaration aujourd'hui, issue de ce sommet du G20? Quel avenir sous la présidence américaine, sachant que certains points de cette déclaration ne rejoignent pas les intérêts et la vision actuelle américaine? En tout cas, sur la question de la résolution des conflits qui assaillent le monde présentement, je pense que quel que soit ce qu'on peut penser de la méthodologie de Donald Trump, on peut espérer que pas mal de conflits peuvent trouver une solution. L'approche peut ne pas satisfaire les deux parties, comme c'est présentement le cas en Ukraine, parce qu'on a entendu les Ukrainiens rien dans le brancard que le plan de Donald Trump fait plus la part belle aux Russes. Donc de ce côté-là, oui. Mais parce que le plan, en tout cas, fait reconnaître à l'Ukraine la perte de certains des territoires déjà conquis par les Russes. Ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens poursuivent quand même les négociations, puisqu'une délégation ukrainienne rencontre une délégation américaine en Suisse pour poursuivre les négociations. Tout à fait, parce que l'approche de Trump, c'est qu'il vous met un couteau sur la gorge, et des fois, vous êtes obligé forcément de négocier. Peut-être c'est avec Poutine que ça ne marche pas, parce que bon, Poutine le connaissant très bien. Mais pour les autres aspects, on prend sur un peu les questions, les énergies propres. Tout ça, c'est pas des choses qui enchantent les États-Unis, parce que bon, vous avez vu quand il est revenu, tous les forages là que Joe Biden avait arrêtés, parce que ce sont des forages qui sont polluants. Il est revenu là-dessus. Donc lui, ce qui le préoccupe Donald Trump par rapport à tout le travail qui a été fait au niveau du G20, c'est lui, il met en avant les intérêts des États-Unis, l'argent. Vous avez vu, quand il même s'implique pour des plans de paix, en retour, il essaie de capitaliser. Il est omnibilé. Moi, je ne sais pas, Daouda. D'ailleurs, son slogan a toujours été Make America Great Again. Make America Great Again. L'Amérique encore plus fort. Mais dans les négociations, l'accès aux minerais rares, Donald Trump est comme omnibilé par ça. À chaque fois, vous avez vu RD Congo, l'accord de paix en contrepartie, donc il doit pouvoir accéder aux minerais rares. C'est le cas en Ukraine. Donc le gars, il est focus sur tout ce qui peut rapporter de l'argent, beaucoup d'argent à son pays. Ce sont des minerais en tout cas qui représentent également considérablement en argent et même par rapport au développement d'une certaine industrialisation et d'industrie. Un enjeu dans la guerre entre les États-Unis et la Chine. Parce que la Chine a beaucoup de terres rares et que bon, les États-Unis voudraient quand même se mettre à l'abri de un peu cette pression que les Chinois sont en train d'exercer. Cette dépendance-là vis-à-vis des Chinois. Et estimez-vous que ce sommet en tout cas a suffisamment pris en compte aujourd'hui les attentes et autres préoccupations de ces États africains-là? Non, on ne peut pas le dire, parce que, vous savez, rien que le cas du Soudan, au moment où le sommet se tenait, un des protagonistes a annoncé une trêve unilatérale de 3 mois, et l'autre protagoniste, le général Al-Bourhan, a refusé qu'il ne souscrit pas à cette trêve-là. Donc, l'UA a fait ce qui lui est possible, mais ne peut pas arrêter cette guerre-là. C'est une guerre insensée. Et vous avez vu, en République démocratique du Congo, ça dure depuis plusieurs années. Et on n'arrive pas à régler ça. Et un pays comme la République démocratique du Congo, avec toutes ses richesses quand même, devait pouvoir aider pas mal dans le développement de l'Afrique, s'il y a la paix. Et ça, je pense que c'est un peu le trou noir qu'on n'arrive pas à ne serait-ce que trouver un début de solution à ce conflit-là, jusqu'à ce que quelqu'un comme Donald Trump s'implique, et un peu l'Union européenne, pour amener la paix des braves dans ces conflits-là. Et Nathan, ce sommet de Johannesburg a placé les priorités du Sud global, en tout cas au cœur de l'agenda du sommet, ce qui poursuit l'accent mis sur le développement par les précédentes présidences comme l'Indonésie, l'Inde ou bien encore le Brésil. On peut citer entre autres les priorités comme l'allègement de la dette, l'action climatique équitable, la valorisation durable des ressources minérales dont parlait tout à l'heure Thior du continent. Ces conclusions peuvent-elles contribuer aujourd'hui à renforcer l'engagement du G20 en faveur d'un multilatéralisme, puisque ce multilatéralisme également, c'est ce que réclament ces pays africains et même les autres pays du Sud global? Alors,
un avantage et au niveau du multilatéralisme, c'est compliqué parce que s'il n'y avait que des pays comme l'Inde, comme le Brésil, qui sortent d'une certaine situation de pauvreté déjà et qui connaissent un peu ce que les populations africaines, ce que l'Afrique vit, on aurait été tenté de croire que ce serait sincère parce que c'est pas d'égal à égal, mais on se comprend parce qu'on sait ce que vous vivez puisque nous on l'a vécu. La coopération sud-sud, le jeu se fait. Mais quand on a déjà le G7 impliqué et que les riches, il a dit, pensent à s'enrichir. Ce sont des situations où le capitalisme est mis en avant. Qu'est-ce que nous on gagne? Ça fait que si les Africains eux-mêmes, de leur position, ne se mettent pas en négociateurs et fermes sur certaines choses, on aura du mal à faire vivre ce multilatéralisme-là et on aura du mal simplement à s'imposer dans le jeu économique. L'autre problème avec cette réalité, c'est l'absence d'engagement juridique dans ce genre de choses et les contraintes contraignants. Ça fait que si quelqu'un ne souscrit pas à quelque chose qui a été décidé en Assemblée générale et dans une déclaration, il n'y a rien qui puisse mettre la pression pour que le pays ou l'organisation s'implique dans l'accord qui a été signé. Et ça, c'est quand même particulier parce que lorsque c'est le cas de boycott par exemple, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, on attend que ça passe ou que quelqu'un se décide ou qu'on change de gouvernement ou qu'on change d'instance. Et c'est quand même assez compliqué. Cela rejoint également cette question de souveraineté des États-là et ce droit également à la non-ingérence d'autres États dans les affaires intérieures des États membres de ce sommet ou bien de cette rencontre qu'est le G20. Et vous parliez tout à l'heure de la taxation ou bien des États riches ou des plus riches. Il y a d'ailleurs un point lors de cette déclaration, dans cette déclaration à l'occasion du G20 qui ne fait pas non plus l'unanimité. Il s'agit de la taxation des super riches. Il a été proposé aujourd'hui d'appliquer une certaine taxe aux super riches qui représente en tout cas un pourcentage important comparé au PIB aujourd'hui de ces pays-là. Et ce point ne fait pas l'unanimité dans la mesure où un pays comme les États-Unis ne sont pas d'accord. Et un pays également comme l'Allemagne préfère également être beaucoup plus prudent par rapport à cette taxation. Est-ce que cela également, comme vous l'avez dit, ne bloque pas également les avancées qu'on peut noter grâce aujourd'hui à ces déclarations issues de rencontres comme celle du G20? Le problème est là, le mal il est là. Deux pays comme les États-Unis et l'Allemagne sont des pays qui détiennent des personnalités assez riches déjà et peut-être les personnalités les plus riches du monde, on va dire. Et donc, les États ont intérêt à protéger la richesse de leurs citoyens, mais d'un autre côté, l'objectif est de redistribuer la richesse mondiale. C'est de redistribuer et d'aider les populations. Et si on souscrit à des organisations, à des organismes, c'est pour participer à l'effort. Je crois que c'est quand même important. Et surtout que lorsqu'on demande d'augmenter la taxe sur les plus riches, c'est pour redistribuer cet argent-là, pour aider l'organisation à vivre, pour plusieurs raisons. Et surtout pour plus d'équité financière, pour comparer aux autres pays membres et aux autres organisations également, membres de ce G20-là. Et Thior, le G20 a également appelé à protéger l'approvisionnement en minerais stratégiques, dont vous parliez tout à l'heure, indispensable pour la transition énergétique, mais aussi à transformer les minerais critiques et autres minerais rares sur le continent africain, pour aujourd'hui aller vers la création de richesses et de plus-value sur le continent. Que vous inspire cette nouvelle approche sur les minéraux critiques africains? Mais c'est la meilleure approche parce qu'en fait, vous regardez un pays comme la RD Congo, s'ils arrivaient à capitaliser et à transformer localement tout ce qui est produit là-bas, mais ce pays-là pourrait même enrichir tout le continent africain parce que c'est énormément, le sous-sol est énormément riche. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont obligés d'exporter en Chine. Voyez-vous, pour faire un lien avec nos voisins de la Guinée, avec la mine de Simandou, le bauxite, ils viennent de commencer les exportations vers la Chine, alors que l'ambition, c'est de
transformer ce bauxite-là. Ils ont un peu décalé cette ambition-là, mais je pense qu'ils devaient faire en sorte de pouvoir avoir les infrastructures transformées localement, parce que si vous le faites, la Guinée va démultiplier par 100 ou voire plus, mais ses capacités financières. Donc je pense que ce point abordé par le G20, il faut que les pays africains puissent le matérialiser rapidement et faire en sorte que les ressources qui proviennent du sous-sol africain puissent profiter davantage aux populations. Et pour le matérialiser rapidement, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord aller vers cette industrialisation aujourd'hui du continent par le relèvement de l'accès à l'énergie? Tout à fait. Et cette industrialisation, on voit que dans un pays comme le Sénégal, c'est une ambition des autorités, nouvelles autorités, qui le disent clairement. Mais ça aussi... Surtout avec le gaz tout port. Voilà, parce que là aussi, pour industrialiser à outrance ou à grande échelle, il faut un coût très bas de l'énergie. Et au Sénégal, c'est le grand problème auquel nous sommes. D'où le concept du gaz tout port qui consiste aujourd'hui à remplacer l'alimentation en fuel qui est beaucoup plus polluant par une alimentation en énergie issue du gaz naturel liquéfié. Tout à fait. Je pense qu'il faut aller vers ça. Mais vous savez aussi, au niveau de l'énergie, il y a un peu ce lobby-là de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Le fuel, ça rapporte beaucoup d'argent. Et que les gens qui sont derrière, les businessmen qui sont derrière ce commerce-là, ne voudraient pas un peu perdre tous ces avantages-là. Donc il faudra que les autorités puissent faire preuve de fermeté pour concrétiser ce gaz de power auquel vous faites allusion et un peu les autres énergies propres. Et d'où l'intérêt d'aller vers cette fermeté-là, comme vous l'avez rappelé, et une réelle volonté politique afin d'arriver en tout cas vers cette industrialisation du continent. En seconde partie du débrief, il sera question de parler des relations entre Européens et Africains. D'ailleurs, c'est tenu à Luanda, le sommet Union européenne-Union africaine, et les développements, c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Nathan, quelle lecture est-ce que vous faites de l'évolution des relations entre l'Europe et leurs partenaires africains? Alors je crois que l'évolution se fait, elle est un peu sous contrainte. J'explique. Sous contrainte parce qu'aujourd'hui on a la montée de beaucoup de souverainistes au niveau du continent, ce qui met la pression sur l'Europe. Est-ce qu'on est en train de perdre un partenaire? Est-ce qu'on va perdre totalement? Est-ce qu'on va laisser? Parce que l'Europe est quand même le premier partenaire africain dans les échanges économiques. Et donc, je crois que cette pression-là, l'Europe l'a comprise et est en train de trouver les moyens pour garder sa position. Et je pense que c'est quelque chose d'assez louable pour moi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez louable. Par rapport dans la manière de s'y prendre, pensez-vous aujourd'hui que l'Europe soit dans cette dynamique-là, dans l'approche, la bonne approche pour garder cette position de premier partenaire économique du continent? Bon, je crois que l'Europe n'est pas en train de lâcher du lest, mais est en train de plutôt tendre la main pour essayer de corriger les manques. Je crois que ce que les souverainistes réclament fait quand même écho, et qu'aujourd'hui l'Europe se met en bonne posture parce que elle reconnaît qu'elle a besoin de l'Afrique, et ça c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Et Thior, il y a les dirigeants européens et africains qui sont réunis d'ailleurs à Luanda, en Angola, à l'occasion de ce sommet Union européenne-Union africaine. Selon vous, quels ont été les grands enjeux de ce sommet-là? Je pense que c'est un peu réaffirmer l'intérêt pour l'Union européenne en direction de l'Afrique. Parce que vous savez, ça fait 25 ans, le premier sommet s'est tenu au Caire, c'était le 7e. Et là, quand on voit un peu l'influence grandissante de la Chine en Afrique, l'Union européenne sent le danger. Parce que je vous donne un exemple très concret. Vous avez entendu parler du corridor de Lobito en Angola, où l'Union européenne s'est associée principalement avec les États-Unis pour construire plus de 1700 km de voies ferrées, pour l'accès là-bas aussi aux minerais rares. Et récemment, il y a 3 mois, la Chine aussi a fait pareil, ce qu'on appelle le corridor de Taraza, donc, et ça en terre tanzanienne. Et les deux corridors vont se compléter. Ça veut dire qu'il y a
un jeu d'influence qui est en train de s'opérer dans cette partie. Et justement, notre exemple que je souhaiterais y ajouter, c'est-à-dire à côté des grandes routes de la soie développées par la Chine, on a vu également, en réponse, l'Union européenne également lancer le Global Gateway. Tout à fait. Et je pense que c'est un programme ambitieux, parce qu'à l'ouverture du sommet, on a entendu la patronne de l'UE, Ursula von der Leyen, dire que rien que pour 2023, l'Union européenne a investi 240 milliards, c'est beaucoup d'argent en Afrique. Et ce qui fait qu'ils sont le premier partenaire. Et en termes de commerce, un tiers du commerce international complet, total de l'Afrique se fait avec l'Union européenne. Donc ça veut dire que l'UE quand même a une marge, une longueur d'avance sur les États-Unis et la Chine. Mais vous avez vu l'intérêt de plus en plus marqué. Donald Trump, lors de son premier mandat, à la limite ne s'intéressait pas à l'Afrique, mais vous avez vu comment il a changé, parce qu'il a vu que la Chine, qui est son principal concurrent, est en train donc de gagner du terrain. Il n'est pas question de laisser la Chine doubler les États-Unis, parce qu'il y va un peu de la sécurité des Américains. Et il y va de la sécurité des Américains et même de cette concurrence-là, comme vous l'avez rappelé, entre la Chine et les Américains. Et Nathan, selon la Commission européenne, au moins 90% des exportations africaines pénètrent le marché européen, fort de 450 millions de consommateurs sans droit de douane grâce aux accords préférentiels couvrant 19 pays du continent. Mais est-ce que cela ne doit pas nous faire réfléchir, Nathan, pour aller aujourd'hui développer plutôt davantage ces échanges commerciaux intra-africains, puisque on l'a constaté, on l'a dit souvent et redit, les Africains échangent beaucoup plus aujourd'hui avec l'Occident, avec les pays du Nord qu'entre eux. Est-ce que ce chiffre-là, plus de 90% aujourd'hui de produits africains qui intègrent le marché européen, ne doit pas réfléchir à développer aujourd'hui le commerce intra-africain, les échanges commerciaux entre pays africains? Je vous rejoins dans cette logique, parce que l'Afrique est déjà un grand marché. Ça veut dire que si les Africains arrivent à vendre aux Africains et correctement vendre aux Africains, c'est déjà un très gros marché. Et au-delà de cela même, chercher d'autres partenaires, mais d'abord réussir à vendre sur le continent et à bien vendre sur le continent. Si on a réussi cela avec un marché de plus de 2 milliards d'habitants, c'est assez énorme. Et donc, l'Europe reste une alternative, devrait devenir une alternative, mais parce que si c'est le principal client, on va dire, si c'est le principal client en économie, le client peut vous mettre la pression en réduisant les achats. Mais nous, je prends un exemple, vous avez vu lorsque le gaz de la Russie a été surtaxé en Europe et qu'ils n'en voulaient plus, il a suffi à Poutine de se tourner vers d'autres partenaires. Comme l'Inde. Comme l'Inde. Et il a même multiplié ses ventes. Et donc, si on a une autre alternative, on ne peut pas avoir de pression du côté du client. Et d'autant plus que pour les Africains, il existe cette alternative-là, puisqu'il y a un marché africain à travers l'ASLECAF, la zone de libre-échange continentale, qui est un bon moyen pour faciliter aujourd'hui ces échanges intra-africains. Intra-africains et qui va considérablement augmenter la capacité des Africains à autofinancer non seulement leur économie, autofinancer et arriver même à une autonomie en termes de vente. Je pense que allez, pour développer nos échanges entre Africains, il faut d'abord qu'on règle la question de la circulation des personnes et des biens. Moi, je vous donne mon exemple. J'étais au Tchad à la fin du mois de septembre. J'ai quitté Dakar à 8h, je suis arrivé au Tchad à 20h. Vous imaginez, avec 2 escales. Quelqu'un a fait pire que moi. Il allait à Abuja. Il dit avoir quitté à 8h et il est arrivé à 20h à Abuja. Vous imaginez? Et ça, je pense qu'il faut que nos autorités prennent conscience que le rail, la voie ferrée est important pour doper les échanges entre pays. Regardez le blocus du Mali, tous ces camions citernes qui dégradent nos routes. Si le président Macky Sall avait comme priorité de réhabiliter ce rail-là, mais on allait peut-être multiplier par 5 les échanges commerciaux entre nous et les Maliens. Et c'est valable dans beaucoup d'autres pays africains. Je pense que de ce côté-là, nos autorités ne sont pas conscientes, mais il faut, si on veut que les échanges soient à la hauteur des ambitions des différents pays, il faut des préalables, vraiment. Mais par rapport à cette requête-là, que vous faites, les mécanismes existent déjà. Aujourd'hui, que ce soit à travers les communautés économiques régionales comme la CEDEAO ou les autres économies
économique régionale. Il y a aujourd'hui des textes, en tout cas, qui régissent cette question-là de la libre circulation des personnes et des biens. Le problème se pose plus dans l'application et même les réalités au niveau des zones frontalières et même au développement des infrastructures qui relient ces États-là. Oui, les textes sont là. Et comme vous le mentionnez, la ZLECAf au niveau continental, mais regardez, pour passer d'une frontière à une autre, souvent c'est des tracassés. Ça me paraît bizarre quand même qu'un Africain qui va dans un autre pays africain on puisse lui exiger le visa. Je vois que un pays comme le Kenya a dit que maintenant c'est ouvert à tous les pays. Le Rwanda, Kigali. Ça doit être partout la même chose. Il ne doit pas y avoir d'exigence de visa. Parce que ça c'est un préalable. Les gens doivent pouvoir circuler librement et faire des affaires. Parce que aussi, à beau vouloir peut-être coopérer avec l'Union européenne, je pense qu'il faut d'abord commencer par nos propres marchés et comme ça nous avons de la force, parce que aussi le drame c'est que face à des géants comme les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, nous n'avons pas pris individuellement la force de faire face. Donc, surtout par rapport à la compétitivité de nos produits. Tout à fait. Et ça, je pense que s'il y a une approche globale, les États-Unis d'Afrique, nous pourrons davantage tirer profit de cette coopération. D'où l'intérêt en tout cas et la nécessité de renforcer cette intégration entre pays africains et comme vous l'avez rappelé, la suppression en tout cas des visas pour les pays africains peut constituer un bon début en tout cas pour y arriver. J'ai comme l'impression que Nathan, vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Thior. Je voulais simplement rajouter qu'il faut copier les bons exemples. L'Union européenne l'a très bien réussi, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les États-Unis en allant, même si l'Allemagne était puissante industriellement, l'Angleterre puissante, la France puissante, il fallait à un moment donné se mutualiser, créer un système fort, une économie forte pour parler en face des Américains, aujourd'hui pour parler en face de la Chine. Donc l'Afrique ne peut réussir dans ces échanges internationaux-là, dans ce multilatéralisme, qu'en ayant trouvé la force ensemble, en ayant construit ensemble. Le problème des textes, c'est qu'ils existent, mais est-ce que les mécanismes sont mis en place? Les infrastructures sont mises en place pour parvenir à ce qui est écrit sur le papier, que ce soit matériel et que ce soit quelque chose de viable, de palpable, qui permette à l'Afrique de parler. On ne peut pas réussir dans cette compétition internationale si nous sommes séparés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir dans cette compétition internationale si nous sommes séparés. Et d'ailleurs, le sommet qui s'est tenu à Luanda s'est tenu dans un contexte assez particulier, avec sur le plan économique la nature des relations entre pays de l'UE et de l'UA qui a connu une évolution pour paraître moins paternaliste, puisque c'est ce que demandent également ces dirigeants souverainistes-là, moins en tout cas de relations paternalistes entre pays européens et pays africains. Et sur le plan géopolitique également, il y a les lignes qui bougent avec d'autres partenaires internationaux qui se font concurrence également en Afrique, comme les Russes, les Chinois, les Indiens, nous l'avons rappelé tout à l'heure. La Pologne qui vient d'annoncer plus d'1 milliard d'euros d'investissement. Et la Pologne, la Turquie et bien d'autres partenaires internationaux. Mais comment aujourd'hui favoriser les intérêts africains face en tout cas à cette concurrence ou bien cette guerre géopolitique qui se mène sur le continent africain? Alors là, il faut beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence parce que ce qui semble parfois une porte de sortie peut être un retour à ce qu'on a déjà vécu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous avons été longtemps sous le paternalisme de l'Union européenne, de la France et des pays du Nord, de certains partenaires européens. Et maintenant qu'il y a d'autres alternatives, il ne faudrait pas qu'on retourne la tête baissée, se dire, bon, je claque la porte ici, pas refaire les mêmes et refaire les mêmes erreurs, donc, que ce soit à la fois dans les accords signés, que ce soit à la fois dans les échanges. Aujourd'hui, on parlait de transformer les minéraux sur le territoire. Est-ce que pour les nouveaux partenaires, on ne peut pas dire « Ok, vous nous aidez, nous avons des minéraux, nous avons des ressources minières,
nous voulons les transformer chez nous. Vos financements vont participer à industrialiser nos pays pour qu'on puisse transformer et on va se partager les gains. Donc je pense que certains pays, juste à titre d'exemple, certains pays comme ceux de l'AES sont déjà dans cette dynamique avec des accords avec la Russie pour développer le nucléaire civil sur leur continent en vue d'industrialiser et de transformer certaines ressources du pays localement au niveau du pays. Voilà. Et il faut reconnaître, et c'est ce que j'aime avec certains pays de l'AES, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas faire seuls et qu'on a besoin d'une certaine expertise qui se trouve peut-être en Europe, en Chine et chez les partenaires occidentaux. Mais il faudrait qu'on comprenne que cette expertise dont on a besoin, peut-être ces fonds dont on a besoin, il faudrait les mettre en équilibre avec ce que nous avons comme ressources, on les transforme chez nous et on dit aux partenaires, on va vous rembourser sur tant de délai, on va vous donner tel pourcentage qui est équitable. Parce qu'on a des pourcentages de 60-40. La puissance vient, elle prend 60% des revenus ou toutes les ressources parfois sont seulement renvoyées là-bas, transformées là-bas. Donc, ici, nous pouvons aussi transformer et tirer notre épingle du jeu. Et Thior, par rapport à ce point-là, tirer notre épingle du jeu, comment veiller à davantage promouvoir les intérêts africains aujourd'hui dans ces relations entre Européens et Africains? Je pense que vous avez vu qu'au deuxième jour du sommet, une question qui a fâché un peu les Européens, c'est la question de la migration. Parce que on a vu que de plus en plus de pays européens sont en train de se barricader à l'image de ce qui se passe aux États-Unis et ne veulent pas accueillir un peu toute cette misère du monde, comme le disait Chirac à l'époque. Et on a vu par exemple les pirogues qui quittent un pays comme le Sénégal pour les côtes espagnoles, tous les efforts que l'Union européenne est en train de faire en rapport avec le Sénégal, bien sûr, pour endiguer un peu ces départs-là. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il faut faire en sorte que cette question de la migration, que ça puisse être réglé. Parce que entre les deux entités, les Africains doivent pouvoir aller en Europe dans des conditions dictées et dans des conditions qui sont correctes et qui sont acceptables, et ne pas prendre tout ce risque-là avec des embarcations de fortune. On a perdu pas mal d'Africains en mer, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un fléau. Donc je pense que de ce côté-là, il faut que les pays africains puissent mettre en avant le fait que l'Union européenne est un bon exemple, qu'il faut d'abord aller vers une intégration pas à pas. Je pense que c'est une bonne chose, la ZLECAf, quand vous prenez au plan économique, mais quand on regarde un peu dans la mise en œuvre, il y a pas mal de choses à reprocher à cette ZLECAf-là. Et je pense que ce que Senghor appelait les cercles concentriques, quand vous regardez un noyau comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest et la SADC, c'est un peu les deux entités les plus réussies en termes d'intégration. Même en Afrique centrale, bon, le bas blesse, et en Afrique de l'Est, n'en parlons pas, Afrique du Nord. Donc il faut qu'on puisse faire en sorte que les trois autres entités, le Nord, avec un peu notamment les pays arabes, à l'Est et au centre, qu'on puisse les tirer vers le haut, pour faire en sorte que qu'ils soient à la hauteur de la CEDEAO. Parce que quand vous prenez comme la CEDEAO quand même, nous avons des passeports où c'est écrit CEDEAO. Même si il y a eu le départ de ces pays de l'AES, je pense qu'ils vont revenir à la maison bientôt avec tout ce qui se passe dans ces pays-là. Donc il faut faire en sorte que l'intégration, si on réussit ça au plan africain, on pourra parler d'égal à égal et ne pas, comme le disait Joël, ne pas subir le dictat des Européens, des Américains et des Chinois. Par rapport à un autre point que vous avez soulevé tout à l'heure, Thior, la question de la migration. Souvent, c'est la question de la migration irrégulière qui pose problème, mais pour un autre aspect qui consiste aux lourdeurs, les lourdeurs surtout pour l'obtention d'un visa Schengen, d'un visa européen. Est-ce qu'aujourd'hui, le choix de certains pays, de cette réciprocité, d'appliquer cette réciprocité-là aujourd'hui des visas, pourrait constituer un début de solution pour l'allègement aujourd'hui des règles d'obtention de visa pour l'Europe? Je pense que le préalable qu'on doit régler aujourd'hui, c'est le fait de réclamer de l'argent pour le dossier de demande. Regardez toutes les ambassades. À la limite, c'est ce qui fait vivre les ambassades, mais ils n'ont plus besoin de budget. Vous demandez un visa pour la France, c'est peut-être minimum, peut-être que je suis optimiste, mais c'est entre 50 et 100 000. Aux États-Unis, c'est aux environs de 150 000. Vous voyez, en cas de refus, on ne vous rembourse pas. Je pense qu'aussi nos autorités de ce côté-là sont laxistes. Parce que,
chaque pays étant souverain, cette réciprocité à laquelle vous faites allusion, moi je suis pour. Parce que quel que soit l'apport que les Américains peuvent avoir au Sénégal, ils nous réclament des visas. En retour, il faut réclamer des visas parce qu'à la guerre comme à la guerre, je pense que c'est comme ça qu'on se fera respecter. Mais si on dit qu'un Français peut débarquer sans visa, ça veut dire que n'importe quel énergumène, vous avez vu récemment en termes de faits divers, des gens qui sont restés en France, qui ont été attrapés ici parce que simplement, on n'exige pas de visa. Je pense qu'il faut aller vers ça, comme l'a fait le Mali récemment avec les États-Unis, quand ils ont décidé de mettre, par exemple, 5 millions en cas de demande ou 9 millions comme ça, les Maliens ont fait la même chose. C'est comme ça qu'il faut opérer. Une façon pour ces pays-là de se faire respecter. Vous vouliez contribuer, Nathan, avant qu'on poursuive? Oui, hein, sur 2 points essentiels. La première chose, c'est que au sujet de l'immigration clandestine, il faudrait régler le problème depuis la maison. Et l'Europe aussi devrait comprendre que si elle veut éviter justement que plusieurs foulent les côtes de manière clandestine, elle doit aussi investir d'une certaine manière sur le continent partenaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au sujet de la réciprocité, en termes des visas, il a dit, si on ne se fait pas respecter, on ne va pas nous respecter. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, tu peux rentrer chez moi sans cogner, et que moi, pour arriver chez toi, je dois sonner, il y a quand même un véritable problème. Ça veut dire qu'il y a une maison qui n'est pas une maison et une maison qui est un château ou un villa. Une villa. Parfois, c'est des gens qui sont recherchés par la loi. C'est terrible. Donc, on doit être aussi capable de surveiller qui rentre sur notre territoire. Et justement, par rapport à un autre point que vous avez abordé, à savoir à l'Europe également de penser à financer des projets en Afrique. Sur ce plan, quand même, l'Union européenne, sur les questions de migration, développe des projets pour fixer aujourd'hui ces jeunes-là sur leur terre d'origine, afin de leur permettre, en tout cas, de réussir, comme on le dit, localement, de réussir dans leur propre pays. Et selon vous, quelle place aujourd'hui de l'Afrique, Nathan, dans cette gouvernance mondiale, surtout face aux batailles géostratégiques qui se mènent entre pays du Nord et ceux du Sud global? Alors, la place de l'Afrique, l'Afrique est en train de se positionner. On n'a pas encore la place, je vais le dire ainsi, on n'a pas encore la place, mais nous sommes en train de nous positionner parce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui est en train de prévaloir, nous sommes en train de nous repositionner parce que nous sommes en train de nous positionner comme étant un partenaire fiable aussi, un partenaire dont les autres ont besoin, un partenaire aussi qui peut faire entendre sa voix. Et lorsque, à partir de ce moment, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Europe qui sont en train de voir que le continent a du potentiel depuis longtemps, mais que le continent est maintenant conscient de ce potentiel-là, c'est différent. Aujourd'hui, ils sont obligés de renégocier, obligés de rediscuter parce que au final, nous, on a pris conscience et donc on peut jouer sur cela. Donc je pense que pour les années qui arrivent, l'Afrique sera en pole position pour prendre des décisions qui vont vraiment changer le cours de la face même de l'économie et même de la gouvernance mondiale. Allez-y, sur la création d'emplois, je pense que vous avez vu dans le partenariat, nouveau partenariat appelé Global Gateway Afrique-Europe, cette question-là figure en bonne place parce que les Européens quand même sont conscients qu'il faut aider tous ces jeunes Africains qui viennent les investir, qui sont désœuvrés. Et que bon, peut-être si les pays, les dirigeants africains ne sont pas à la hauteur, c'est peut-être l'Union européenne doit pouvoir aider dans ce sens-là pour lutter même contre ce qu'on appelle la migration irrégulière. Je pense que de ce côté-là aussi, on a vu que dans ce partenariat de 150 milliards de dollars qui a été annoncé, le numérique qui est un secteur d'avenir figure en bonne place et la transition écologique, tout ça là. Donc je pense que dans les deux camps, que ce soit l'Union africaine et l'Union européenne, les gens sont conscients des enjeux de l'heure et veulent quand même partir d'un nouveau pied. Et par rapport à ce que vous dites, Thior, partir d'un nouveau pied, tentons aujourd'hui vers une redéfinition des relations entre le continent européen et ses partenaires africains. Il le faut obligatoirement parce que vous savez, je vous ai parlé de la Chine en début, parce que la Chine et les États-Unis, l'intérêt de plus en plus manifeste. Parce que les gens pensaient peut-être, les Américains, les Africains de bon droit, que Donald Trump, comme il avait fait lors de son premier mandat, n'allait pas s'intéresser à l'Afrique. Mais vous avez vu, l'intérêt manifeste en recevant même des présidents africains à la Maison Blanche. Donc ça veut dire que, bon, de ce côté-là, ce sommet
UA, les deux camps sont conscients qu'il faut essayer de matérialiser enfin ce partenariat qui a commencé à 25 ans. Parce qu'en 25 ans, même si l'UE reste le premier partenaire, quelque part, les Européens ont dormi sur le laurier jusqu'à se faire presque doubler par leurs amis chinois. Mais aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, tentons vers cette redéfinition. Est-ce qu'on tend aujourd'hui réellement vers cette redéfinition des rapports de force, si je peux l'appeler ainsi, entre Européens et Africains, surtout par rapport en tout cas à ce qui a été mis sur la table par les partenaires européens et leurs partenaires africains? Oui, cette redéfinition est une nécessité. Parce que des deux côtés, on voit de plus en plus pas mal de pays africains qui font dans ce qu'on appelle le souverainisme. C'est-à-dire, nous, c'est nous d'abord. Donc, on ne doit pas être là à faire la fine bouche, à faire plaisir, par exemple, à nos anciens colonisateurs. Vous prenez comme un pays, le Sénégal, c'est un bon exemple. Et d'autres pays qui mettent en avant les intérêts de leur pays. Quoi que ça peut leur coûter. Et je pense que ça, c'est une nouvelle approche à laquelle les Européens doivent se faire. Parce que dans l'Union européenne, il y a pas mal de pays qui ont été des colonisateurs, donc la France et les autres, même l'Allemagne dans une moindre mesure. Et que ça peut amener un peu des comportements de paternalisme. Et ça ne marche plus dans les relations internationales aujourd'hui. Il faut que les gens puissent discuter d'égal à égal. Il faut que les gens... Allez-y, Nathan, vous voulez réagir? Allez-y. Non, juste dire que nous devons considérer justement que ces échanges-là ne soient pas tournés vers les intérêts européens encore une fois. C'est-à-dire que l'Europe, on sait quels sont ses intérêts. Il faudrait justement que l'Afrique, étant conscient des intérêts européens, qui sont généralement les ressources naturelles africaines, et pour certains pays, même les ressources humaines africaines, dans cette mesure, il faudrait que l'Afrique soit capable de bien renégocier, de bien discuter et de se mettre dans une position où le partenariat est gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant, c'est que Thior appelait tout à l'heure également un traitement d'égal à égal dans la coopération. Et malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Joël Nathan Ombago. Vous êtes analyste politique. Merci encore d'avoir été avec nous. Et c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci Daouda, plaisir partagé. Merci également à votre co-débatteur, M. Mamadou Thior, journaliste et également analyste politique. Toujours un plaisir, Thior, de partager ce plateau avec vous et merci encore d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Merci également à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.